Lorsqu'une entreprise est en difficulté, le droit américain permet à certaines d'entre elles de bénéficier de la procédure dite du chapitre 11. Une négociation entre les différents créanciers permet de restructurer l'activité, souvent au prix de sacrifices pour la majorité d'entre eux. De tels mécanismes existent sous une forme ou sous une autre dans la plupart des pays. Les entreprises peuvent utiliser des formes très variées d'endettement. Endettement bancaire, endettement de marché ou encore crédit fournisseur. On peut penser que plus ces formes d'endettement sont nombreuses, plus les accords sont difficiles à trouver en cas de difficulté. Le problème est encore plus compliqué aux États-Unis, car nombre de ces dettes peuvent faire l'objet, durant cette période critique, de cessions. Dans une étude publiée dans le Journal of Financial Economics, et portant sur 136 dossiers de défaillance particulièrement complexes entre 1998 et 2009 aux États-Unis, Ivashina, Iverson et Smith exploitent une information détaillée sur les ensembles de dettes et leur évolution. Fait rare, ils ont pu vérifier si les cessions ont permis une plus grande concentration des créanciers et ont eu finalement un effet positif ou non sur le dénouement des opérations. La question est d'autant plus récente que les cessions peuvent se faire aussi au bénéfice de fonds vautours capables de bloquer le processus pour en tirer un plus grand profit personnel. La concentration des créanciers est mesurée à deux moments. Lors du début de la procédure, Filing of Schedule of Assets and Liabilities, et lors de sa fin, Plan Adoption. La mesure retenue est la proportion de créances détenues par les 10 plus grands créanciers. Les auteurs tentent d'expliquer le niveau initial de concentration à partir de deux ensembles de déterminants. Ceux décrivant la structure de détention de la dette, fournisseurs, banques, hedge funds, ceux décrivant la négociabilité d'une partie de la dette avant la défaillance, variable dénotée pré-TR, et enfin des variables de contrôle. L'effet le plus significatif est l'importance du crédit fournisseur, affecté ici d'un coefficient au signe négatif. Entre le début de la procédure et le dépôt du plan de restructuration, selon la législation américaine, les créances relevant de la disposition dite 3001E peuvent faire l'objet de transactions. Les auteurs montrent que les acheteurs nets sont dans ce cas des investisseurs actifs. Les vendeurs nets sont les créanciers commerciaux. Les banques achètent et vendent à la fois et se comportent donc plus comme des courtiers. Les échanges concernent surtout les créances dotées d'un droit de vote lors de l'approbation du plan de restructuration. Deux types d'études sur les impacts sont ici proposés. En premier, les auteurs vérifient que les transactions durant l'élaboration du plan ont bien abouti à une concentration plus élevée. L'approche économétrique utilisée est double, OLS et 2SLS, avec usage de variables instrumentales. En second, ils étudient comment le niveau de concentration finale affecte le résultat de la procédure du chapitre 11. Trois types d'effets sont pris en considération. Le délai de la procédure, son résultat, réorganisation, vente, liquidation, et le taux de récupération par les créanciers. Les modèles de régression estimés contiennent un ensemble grand X de variables de contrôle
et des effets fixes sectoriels. Ainsi, Ivashina, Iverson et Smith montrent que pour les firmes défaillantes recourant au chapitre 11, plus la concentration de leurs créanciers est élevée, plus elles ont de chances de déposer un plan préarrangé, de connaître une procédure plus courte et de survivre après une telle réorganisation. Lorsque les créances sont essentiellement de nature commerciale, alors la concentration est faible. Cependant, tout n'est pas statique. La procédure de défaillance introduit une dynamique. Les transactions sur les créances, vente des créanciers commerciaux et achat des investisseurs actifs, ont pour effet un accroissement de la concentration durant la procédure. Mais cette concentration accrue n'améliore pas le sort final de l'entreprise, car la probabilité de liquidation est plus élevée. Cependant, le taux de récupération sur les créances est lui plus grand. Ce résultat peut paraître étonnant, mais il tient selon les auteurs à 2 points. D'une part, les liquidations restent peu nombreuses. D'autre part, ce résultat est cohérent avec l'hypothèse d'investisseurs vautours qui prennent le risque de blocage pour extraire à leur profit une rente.